Le premier ministre Justin Trudeau quitte le sommet de l'APEC qui se tenait à San Francisco. Il se dit satisfait de son séjour, même s'il n'a échangé que quelques mots finalement avec le président chinois. Voici ce que nous explique Laurence Martin. Grand plaisir de m'asseoir avec le premier ministre de la Malaisie. Un dernier tête-à-tête très cordial avant de quitter San Francisco. Justin Trudeau s'est permis quelques éclats de rire avec le premier ministre de la Malaisie. Un échange visiblement plus décontracté que les quelques mots partagés en coulisses avec Xi Jinping. Je l'ai salué, mais j'ai aussi dit que ce serait important que nos gens, nos diplomates, continuent d'être engagés sur des enjeux entre nos deux pays. Mais pas question pour l'instant d'une rencontre plus formelle avec le président chinois, comme l'a fait Joe Biden pendant 4 heures mercredi. J'espère une rencontre éventuelle, mais je ne pense pas qu'on est à ce point-là maintenant. D'ailleurs, interrogé à savoir s'il considérait Xi Jinping comme un dictateur, Justin Trudeau n'a pas voulu répéter le mot, mais il a quand même partagé ce constat. La Chine est un pays à un seul parti. Il n'y a pas personne qui dirait que c'est une démocratie. Une certaine prudence de la part du premier ministre qui pourrait éventuellement ouvrir la voie à un apaisement des tensions entre le Canada et la Chine. C'est dans l'intérêt du Canada de rétablir les relations avec la Chine. Évidemment, il faut être réaliste. Les relations avec la Chine ne redeviendront jamais ce qu'elles étaient auparavant. Pour cette raison d'ailleurs, Justin Trudeau a profité du sommet de l'APEC pour renforcer ses liens avec d'autres pays de la région. The leaders of the Indo-Pacific Economic Framework. Mais dans le milieu des affaires, certains s'inquiètent que le Canada ne fasse pas partie du nouveau partenariat lancé par Joe Biden, l'IPEF, qui regroupe une douzaine d'États de la zone Asie-Pacifique. Le fait que les États-Unis nous aient laissés en dehors d'un partenariat aussi important, dit-il, ça laisse entendre qu'ils ne nous voulaient pas à la table et c'est préoccupant. Justin Trudeau, lui, n'est pas alarmé. On a des accords de libre-échange avec la région qui sont bien plus utiles que cet encadrement. Même si les tensions restent vives avec la Chine, Justin Trudeau s'estime satisfait de son séjour à l'APEC. Non seulement il a enchaîné les tête-à-tête avec ses différents partenaires dans la région Asie-Pacifique, mais surtout, il a évité les faux pas ou les accrochages diplomatiques qui lui auraient fait faire les manchettes pour les mauvaises raisons. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, à San Francisco. Et en marge du sommet de l'APEC s'est déroulée cette semaine une rencontre très attendue. Vous le voyez, Joe Biden et Xi Jinping, qui ne s'étaient pas parlé depuis 1 an. On les voit là, qui marchent là, dans notre décor californien. J'en parle avec Azeb et Raphaël. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Véronique. Bien que la rencontre ait permis de renouer le dialogue entre les deux leaders, bien, la perception de Joe Biden à l'égard de Xi Jinping demeure la même. C'est ce qu'on comprend de l'extrait suivant. Well, look, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. J'aimerais savoir ce que vous retenez de cette déclaration-là, puis de la rencontre. Azeb, d'abord. Véronique, écoutez, il fallait briser la glace. Vous savez que ce sont les relations bilatérales les plus importantes dans le monde. Là, la Chine et les États-Unis, ce sont les deux plus grandes puissances économiques. Donc, il vaut mieux que ces deux leaders s'entendent très bien pour le bien de la planète entière, si vous voulez. Donc là, ils ne s'étaient pas parlé pendant 1 an à cause de plusieurs raisons. Les ballons espions, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, tout ceci avait créé un froid. Et là, pour Joe Biden, c'était extrêmement important qu'il renoue le contact avec Xi Jinping. Ils ne s'étaient pas parlé, même pas au téléphone. Et donc, évidemment, les propos qu'il a déjà tenus contre le leader chinois lui reviennent, si vous voulez. Ils sont revenus. On lui a posé la question, est-ce que vous le considérez toujours comme un dictateur? C'est sûr qu'il fallait qu'il dise oui, il ne pouvait pas nier ce qu'il avait dit. Également, dans le passé, Véronique, il avait déjà traité Xi Jinping de voyou, que c'était quelqu'un qui n'avait pas une once de démocratie en lui. Donc, il fallait qu'il rattrape un peu tout ça. Donc, tout ceci pour dire que lors de la conférence de presse, Joe Biden était satisfait. Ils ont pu discuter. Il a vraiment répété la phrase suivante, que les deux ont vraiment une communication très franche, très directe. Ils se disent des choses. Et s'il y a une crise quelque part dans le monde, ils pourront prendre le téléphone et s'appeler et pouvoir communiquer directement. Donc ça, c'était l'objectif principal là, de l'entourage des proches de Joe Biden. Il fallait qu'ils renouent une relation entre guillemets de confiance. On sait qu'ils ne se font pas vraiment confiance, mais qu'au moins qu'il y ait une communication non seulement entre les leaders, mais également entre les militaires. Justement, avant d'aller à vous, Raphaël, on va le faire entendre l'extrait concernant cette communication militaire.
To get back on a normal course of corresponding, being able to pick up the phone and talk to one another if there's a crisis, being able to make sure our military still have contact with one another. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Raphaël, est-ce que c'est un début de réchauffement diplomatique entre les deux pays? Parce que les communications étaient suspendues depuis longtemps, là. Effectivement. Peut-être pour, d'abord avant tout, Véronique, répondre à votre première question, c'est-à-dire ce qu'on retient, ce que je retiens. En fait, je retiens ce qu'on retient du sommet. C'est ça qui est un petit peu regrettable pour M. Biden parce qu'il y avait du positif, à commencer peut-être justement par la couverture des canaux de communication entre les deux plus importantes puissances militaires de la planète. Azeb parlait des deux plus importants partenariats, si on veut, partenaires d'un point de vue commercial, c'est vrai d'un point de vue économique, c'est vrai d'un point de vue géostratégique, c'est pas des partenaires, mais disons des joueurs, des acteurs, c'est vrai également d'un point de vue militaire. Donc, c'est important qu'ils se parlent. C'est surtout important qu'ils se parlent dans un contexte où on est maintenant dans une ère qui est multipolaire. L'ère unipolaire des lendemains de la guerre froide, elle est révolue. Donc, on est dans un monde qui est plus susceptible d'être conflictuel. On le voit particulièrement depuis les 2 dernières années. Dans ce contexte-là, c'est important qu'Américains et Chinois puissent se parler d'un point de vue militaire. Il y a ça, et il y a aussi le fait que sur le fond, non, évidemment, on ne s'est pas entendu et on n'allait pas s'entendre sur des enjeux où il y a des différences fondamentales comme Taïwan, comme ce qui se passe en Ukraine, comme ce qui se passe au Moyen-Orient, pardon. Mais on s'est entendu quand même sur des dossiers qui étaient importants d'un point de vue politique interne pour M. Biden, donc à la maison aux États-Unis, à commencer par le dossier du fentanyl où non, on n'a pas et on ne va pas régler entièrement cette problématique-là, mais on a quand même eu une déclaration des autorités chinoises comme quoi elles vont en faire plus pour combattre ce fléau-là qui tue des dizaines de milliers d'Américains année après année depuis les dernières années. Et autre petit point, mine de rien, non, évidemment, ce n'est pas l'équivalent du traité de Kyoto ou des accords de Paris. Reste qu'on a quand même paraphé une entente entre non seulement les deux plus grandes puissances de la planète, mais les deux plus gros pollueurs de la planète pour en faire plus pour ce qui est du financement des énergies renouvelables. Donc, à la fois sur la forme et sur le fond, il y avait quand même des bonnes nouvelles de part et d'autre. D'abord, avant tout, je crois, pour M. Biden, ce qui fait que la bourde, entre guillemets, si on veut l'appeler ainsi, était regrettable parce qu'elle est peut-être venue occulter beaucoup de bon travail qui avait été fait auparavant. Bien, justement, sur le fentanyl, pourquoi ils ont dû discuter de ça? Parce qu'il y en a... il y a des produits qui viennent de la Chine? En quelques mots, exact. Ce que les Américains clament depuis les dernières années, c'est qu'il y a du fentanyl qui vient de Chine, qui est exporté au Mexique. Après coup, évidemment, pour des raisons géographiques assez élémentaires, ça transige par la frontière sud des États-Unis. Donc, le nœud du problème serait là. Azeb, vous nous entendez? Oui, là, je vous entends. Je voulais juste rajouter quelque chose, rebondir sur ce que Raphaël vient de dire, c'est-à-dire que pour l'aspect militaire, en cas de crise, c'est important que le secrétaire à la Défense américain puisse communiquer avec son homologue chinois. Mais là aussi, Joe Biden voulait aussi utiliser un peu l'influence que la Chine peut avoir, que ce soit sur l'Iran. Raphaël vient de mentionner le conflit au Proche-Orient. On sait que la Chine n'a pas condamné les attentats du Hamas, n'a pas non plus appelé à un cessez-le-feu, donc elle est diamétralement opposée au point de vue américain. En ce qui a trait à la Russie, on sait que la Chine et la Russie sont des alliés. Là aussi, Joe Biden veut que la Chine use un peu de son influence sur les Russes, si vous voulez. Donc, c'est très important que ces deux leaders-là se parlent, parce qu'évidemment, tout les divise. Ils ne s'entendent pas du tout sur tout ce qui est tous les conflits internationaux, si vous voulez. Et Raphaël vient de le mentionner. On a affaire à un monde multipolaire. Il y a la Chine, il y a les pays du BRICS, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite. Donc tous ces joueurs commencent à prendre beaucoup d'importance. Et les États-Unis veulent quand même rester dans ces groupes-là. Donc c'était très important que les deux leaders se parlent. Et ils ont quand même discuté pendant 4 heures là. Donc ça a été quand même une rencontre extrêmement importante. Mais d'un autre côté, ils n'ont pas le choix de travailler ensemble parce que les deux vivent un mandat qui est quand même difficile. Là. Biden, au niveau de sa popularité, Xi Jinping vit une crise économique. En fait, l'économie est au ralenti en Chine. Est-ce qu'effectivement, Raphaël, ils n'ont pas le choix finalement de travailler ensemble? Peut-être surtout le président chinois, Xi Jinping. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que très souvent, depuis les dernières années, lorsqu'on parle de la relation sino-américaine, on parle du lien de dépendance qu'ont les Américains envers les Chinois, qui est indéniable. Ce qu'on occulte peut-être souvent, c'est que les Chinois aussi sont cruellement dépendants des Américains.
au moins à deux niveaux. Premièrement, pour ce qui est de leurs exportations, c'est une économie qui, depuis au moins les 20 dernières années, dépend fondamentalement de ses exportations. D'abord à l'Union européenne, après coup aux États-Unis. Le consommateur américain a un pouvoir absolument titanesque pour ce qui est du rendement de l'économie chinoise. Ça, c'est une chose. La deuxième, elle est directement liée à ce qu'on a vu lors du sommet. C'est la question des investissements privés américains en Chine qui se font, disons, peut-être plus hésitants, notamment en vertu des tensions géopolitiques qu'on observe depuis les dernières années. Donc, Xi Jinping, oui, est en mission, jusqu'à un certain point, de guillemets, charme par rapport à l'administration américaine, mais également aux acteurs importants du secteur privé aux États-Unis. Il y avait plusieurs de ces acteurs-là qui étaient présents au sommet. Donc, il y a une volonté et un besoin du côté chinois de rassurer les acteurs privés aux États-Unis comme quoi vous pouvez et vous devriez continuer ou recommencer à investir chez nous. Il y a ça aussi qui est important, je crois, à garder en tête. Là. Mais Azeb, vous, est-ce que vous le sentez aussi, ce que Raphaël dit? Est-ce que Joe Biden a un rapport de force plus grand? C'est une question difficile à répondre. Je pense que les deux ont besoin l'un de l'autre. Les deux pays sont interdépendants d'un point de vue économique. La Chine, ce qui est intéressant, c'est de lire aussi les médias chinois qui analysent également cette rencontre-là. Et ce que Xi Jinping aurait dit à la sortie de sa rencontre avec Joe Biden, c'est qu'il ne veut pas que les États-Unis contiennent la Chine ou restreignent la Chine. Ils disent que la Chine n'a pas des ambitions de colonisation. Évidemment, il faisait un clin d'œil un peu aux États-Unis, à l'hégémonie américaine, si vous voulez. Et en parlant de Taïwan également. Et là, cette semaine, Véronique, il y a une bonne nouvelle pour les Chinois, pour Xi Jinping, c'est que les deux partis d'opposition à Taïwan ont décidé de se lier et un des partis est vraiment pour la réunification avec la Chine et est très proche de Pékin. Donc ça a été une bonne nouvelle pour Xi Jinping, alors que là, évidemment, ils craignaient que ce soit un gouvernement plus indépendantiste, si vous voulez. Les élections auront lieu le 13 janvier 2018. Donc ça a été vraiment une bonne nouvelle pour Xi Jinping, parce qu'il dit que de toute façon, la réunification va se faire. Donc, il y a quand même encore des points de litige là, entre les deux leaders. Bien, c'est ça reste un sujet de friction, Raphaël, Taïwan. Oui, très rapidement, parce que ce qu'Azeb vient de mentionner, c'est absolument clé. On ne peut pas régler et on ne peut pas, je crois, laisser de côté le contexte actuel qui est très chargé à cause des élections qui sont à très courte échéance à Taïwan, dans lesquelles on a un parti sortant qui est effectivement plus, entre guillemets, indépendantiste, nationaliste, plus proche d'un point de vue d'alliance des Américains. La crainte à Washington, évidemment, depuis la première heure, c'est que Pékin s'ingère dans ces élections-là pour essayer de faire défaire le parti en question. Et du côté, évidemment, de Pékin, la crainte, c'est que Washington s'ingère dans les élections de Taïwan pour essayer de le reconduire au pouvoir. Donc, je vous dirais que ça aussi, c'est à garder à l'œil pour les 2 prochains mois, puis évidemment, pour la suite des choses, une fois que le nouveau gouvernement sera entré en fonction. Là. OK. J'aimerais qu'on parle aussi maintenant de Nikki Haley, l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, qui donne un peu espoir aux républicains qui ne veulent pas voter pour Trump. Parce que regardez le sondage qui a été commandé par CNN. Elle obtient 20 des appuis. 42 c'est quand même encore loin de Donald Trump. Là. Mais on voit que parmi les autres candidats, c'est elle qui se hisse. Là. Ça, c'est un sondage qui a été réalisé au New Hampshire. Comment vous interprétez ça, Azeb? Ben écoutez, elle dépasse même Ron DeSantis, là, alors que c'était lui vraiment le principal rival de Donald Trump. Donc écoutez, Nikki Haley, elle demeure l'espoir des républicains. Mais pour certains républicains et beaucoup de démocrates, comme l'avait dit Vivek Ramaswamy, il dit Nikki Haley, c'est Dick Cheney en haut talon. Elle a cette réputation un peu de va-t-en-guerre. On se souvient d'elle quand elle était ambassadrice aux Nations Unies. C'est elle qui avait annoncé que les États-Unis allaient déménager leur ambassade vers Jérusalem. Elle avait également indiqué que tous les pays qui n'auraient pas soutenu les États-Unis, elle ne va pas l'oublier. Elle s'est également opposée à la nomination d'un ambassadeur, d'un représentant palestinien en Libye. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement pro-Israël. Donc elle est critiquée dans certains milieux, mais sinon, sur la question de l'avortement, par exemple, la question nationale, elle est un peu, si vous voulez, elle rassemble beaucoup d'Américains, même si elle, personnellement, elle a déjà dit qu'elle était pro-vie. Donc, elle pourrait quand même devenir une solution de rechange, une alternative à Donald Trump, qui demeure quand même le principal favori, là. En 30 secondes, Raphaël. En 30 secondes, premièrement, Mme Haley essaie de faire ce que tous les républicains qui ne s'appellent pas Donald Trump essaient de faire depuis 2016, c'est-à-dire coaliser le vote non-Trump derrière elle. C'est pour ça qu'on a appris cette semaine qu'elle allait, elle et ses alliés, dépenser quelques 10 millions de dollars en publicité négative contre Ron DeSantis. L'idée, c'est de chasser tous les autres adversaires
de la course et se retrouver comme étant la seule personne de rechange face à Trump. Si elle parvient à le faire, écoutez, on verra rendu là. Mais dans tous les cas, on n'est pas dans le scénario qu'on était ou dans lequel on était il y a 8 ans où Donald Trump était à 25 d'appui à pareil stade. Il est à 50 d'appui chez les républicains. Il est très loin d'avance, comme Azeb l'a mentionné. Absolument. Très intéressant. Merci, Azeb. Merci, Raphaël. Je vous en prie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.